Et bonjour à tous les supporters de notre UBB adoré, très heureux de vous retrouver pour cet épisode un peu inédit puisque nous n'avons pas de match de notre club à analyser, mais pas d'inquiétude, nous avons préparé de quoi patienter en attendant de retrouver le top 14 avec Yann. Salut Yannou. Salut mon Cyril. Juste avant de commencer le sommaire, on tenait à remercier toutes les personnes qui nous écoutent déjà. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler à vos proches, à votre famille, à vos amis qui supportent l'UBB. Donnez une note sur Spotify ou Deezer, à vous abonner et à suivre le compte Instagram ou Facebook UBBiste. On y postera et on y poste déjà tous les épisodes qui sortent. Comme ça, vous louperez rien. Et d'ailleurs, on fait ça, nous, de façon artisanale. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour notamment les thèmes à aborder en période de trêve internationale. Ça nous aide pas mal. Et surtout, les suggestions de choses à améliorer. Voilà, on est au courant qu'il y a plein de choses qui pourraient être mieux faites. Donc, on est friand de vos avis là-dessus. Concernant le programme, il est du coup un peu original aujourd'hui. On vous propose de revenir sur les performances des Bordelais du week-end lors de cette Autumn Nation Series avant de passer un moment pour revenir sur les différents postes, les différents profils que nous avons au sein de l'UBB pour mieux comprendre lorsqu'on parle de 4, 5 ou de 6, 7, 8. Yann nous fera un petit tuto là-dessus. Et enfin, on terminera comme d'habitude par les actus du club et la présentation d'une nouvelle pépite. C'est parti. Samedi soir, le 15 de France s'est imposé contre le Japon sur le score de 52-12 grâce à 8 essais, dont 2 de notre loulou national en première mi-temps. Nous avions 5 joueurs sur la feuille de match. C'est d'abord Damien Penaud qui devait jouer, qui finalement n'a pas joué parce qu'il était malade. Il a été remplacé par Théo Atisogbe de la section paloise. Alors c'est la deuxième fois cette saison qu'il est malade et forfait de dernière minute. La dernière fois c'était lors de la réception de Bayonne où il avait été remplacé par Pablo Huberti. Il est fragile. Donc il faudra penser à te couvrir, Damien, parce qu'apparemment t'as des petites carences immunitaires. C'est ça. En tout cas, on espère le voir face au Black. Je te propose, Yann, qu'on commence avec celui qui a été élu homme du match, Louis Biel-Biarré. Il a discuté l'intégralité de la rencontre. Bon, quelques stats en vrac, 2 essais, 4 franchissements, 5 défenseurs battus, 123 mètres parcourus ballon en main, 8 plaquages à 100%. Et il fait même presque sa spéciale en sauvant presque l'essai de Tevita Tatafou, son coéquipier, où il revient, mais c'est trop juste. Toi, t'as pensé quoi de la performance de LBB ? Bon, alors déjà, il faut dire que on était face à une adversité qui était assez faible, il faut le remarquer. Mais il s'en est extrêmement bien sorti avec beaucoup de vitesse. De toute façon, on connaît Louis, il a des cannes de folie. Et en fait, dès qu'on touchait cette zone 3 des ailiers, Ramos a très bien joué sur ça, soit au pied, soit à la main. Il allait tout de suite aller chercher les ailiers parce que ils étaient pas présents. Et après, lui, tu le laisses 5-10 mètres. Et c'est terminé quoi. Après il joue au pied 2 ou 3 fois, il a joué au pied et puis après à la course ça va être dans le circuit mondial, ça va être un des plus rapides je pense au monde. Donc il fait clairement des différences. Et comme toujours, même si on voit qu'il s'est un peu épaissi quand même depuis le temps, mais en défense il s'envoie quoi. Et je trouve qu'il défend de mieux en mieux. L'année dernière en équipe de France, il avait eu quelques soucis, notamment contre l'Angleterre où il se faisait trop aspirer parce qu'il mettait un peu trop d'envie. Là, je trouve qu'il arrive bien à choisir entre je couvre le fond de terrain, je glisse, je monte un peu plus fort sur l'avant-dernier défenseur. Donc c'est clairement un match très intéressant de sa part. Et puis après, il a failli faire sa spéciale. Sauf que parfois il avait fait sur Leeds contre La Rochelle ou il avait fait je sais plus contre qui d'autre. Bon là Tatafou il fait 120 barres quoi. Donc pour le retourner c'est pas évident. Ouais, il lui manquait quelques mètres et puis Tatafou il galope quand même. Ouais, c'est il venait juste d'entrer, on en reparlera juste après de Tevita. Et ouais, Louis il a aussi bien combiné avec son coéquipier en club. Le deuxième qu'on va citer c'est Yoram Moefana. Alors 51 mètres parcourus, 14 sur 16 au plaquage, un franchissement, 2 défenseurs battus. Et alors sur le premier essai de Louis, il combine bien avec lui. Non, sur le deuxième. Ouais.
Et aussi sur l'essai de Gaëtan. Ouais, exactement. Ils enchaînent bien les deux et ils se trouvent bien. Ils font un petit 1-2 là, vraiment sympa. Bah, en fait, Mofena, comme beaucoup de Bordelais, ils sont vraiment en canne en fait en ce début de saison. Et on le voit, il est plein de vivacité. Toujours pareil, bon là, physiquement bien sûr, face à un milieu de terrain japonais un peu plus faible, il arrive à avancer plus facilement. On le verra peut-être la semaine prochaine face au Black. Mais en tout cas, il fait un match extrêmement propre en défense. Et puis en attaque, il a fait ce qu'on lui demande, quoi, c'est avancer. Donc vraiment très satisfait de son match, du Yoram. Donc ça, c'est extrêmement plaisant. Ouais, s'il peut s'installer en 12 titulaire de l'équipe de France, ce serait assez incroyable, avec potentiellement plus tard un De Porter en 13. Ouais. Il bénéficie aussi de son rouge qu'il avait pris à La Rochelle. Il a pu faire du frais, et là du coup il a du gaz, Yoram. Mais c'est une équipe qui lui réussit bien, le Japon. Ça avait été un des meilleurs quand on avait fait une tournée, la dernière tournée d'été au Japon. Le premier match, il avait été vraiment très très fort. Donc c'est une équipe qui lui réussit bien. Maintenant, il faut qu'il arrive à passer le cut sur des équipes qui sont un peu plus denses physiquement. Et donc c'est là où on va l'attendre en fait. Une réponse face au Black avec un test grandeur nature. Concernant les autres Bordelais côté France, on avait Maxime Lucu, lui il est rentré à la 65e pour Antoine Dupont. Bon, un quart d'heure à se mettre sous la dent, il a fait 2 sur 3 au plaquage, 2 coups de pied. Est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer de ce match en termes d'analyse? T'en as pensé quoi, toi? Ouais, sur le banc, de toute façon, ça va être c'est un peu compliqué. De toute façon, globalement, la deuxième mi-temps a été très mauvaise. Français, autant la première, on a vu des choses, ça a plutôt bien joué, même s'il y a eu quelques scories. Là, le deuxième mi-temps, c'était assez pénible à voir. Hein. C'est même les Japonais qui ont été plus dangereux, avec pas mal de franchissements, etc. Nous, on commençait à louper les plaquages. Il y avait des mecs qui se replaçaient pas, donc ils sont rentrés. Max est rentré dans un moment où finalement, en fait, on attaquait peu. Ouais. Donc rien de spécial. Il a pas fait de choses mauvaises, il a pas fait d'erreurs. Et après, il a pas fait de trucs extraordinaires, quoi. Donc ouais, il est arrivé dans un match déjà fini pour faire souffler le meilleur joueur français. Bon, il s'est pas montré, mais en même temps, il en a pas eu l'occasion. Non. Vaut mieux d'ailleurs ne pas se montrer plutôt que de se montrer de façon plutôt négative, malheureusement. Ça nous emmène au match de Mathieu Jalibert. Il est rentré à la 50e pour Léo Barré, avec Ramos qui du coup s'est repositionné à l'arrière, comme ce que nous on aurait aimé depuis le début du match. Bon, ça a été compliqué, 2 fois pénalisé, une fois parce qu'il plaque et se sort pas, un hors-jeu, et puis il a été salement intercepté par notre Tevita national. Eden un essai du coup au japonais, bon, clairement pas à son avantage. T'en as pensé quoi du match de Jalibert? Il y était pas, quoi. Là, t'as clairement senti que il est rentré dans un faux rythme. Il fait 2 fautes où il sort clairement pas de la zone. En attaque, il fait pas de différence, et en plus il se fait manger par Tatafou, et donc après il prend une interception, même si, bon, on en parlera après, mais Tatafou il joue super bien mal le coup. Donc on voit, j'ai l'impression que finalement, en fait, moi je pensais que ça, vu que Galtier lui avait dit en fait dès juillet, quand il était passé à Moga, qu'il allait être hors des 23 et que... Ouais, je crois que c'était en août. Ouais, c'est août. Tu vois que Ntamak était le numéro 1 et qu'après il voulait tester Barré plutôt sur le banc, et que c'est Ramos qui allait basculer en 10 en cours de match. Et donc moi je pensais qu'il s'était mis dans sa tête que voilà, c'est bon, maintenant il sait que ce sera plus un titulaire, en fait il s'en fout de ce qu'on dit sur lui, juste prendre du plaisir et prendre ce qu'il a. Mais visiblement je pense que ça doit l'atteindre un peu psychologiquement, le fait qu'on le parle plus de lui comme un numéro 2, et que là il est potentiellement passé numéro 3 en fait dans la hiérarchie des numéros 10 derrière Romain et Ramos. Donc du coup je pense que en même temps c'est la pire des positions, parce que si déjà tu sais que t'as beau performer, tu trouveras pas cette place, parce que dans la tête du sélectionneur à moyen terme c'est Barré qui rentre en cours de match pour soit Ramos, soit Ntamak, et dans ce cas-là, ça switch. Et du coup, en fait, tu te mets la pression, et quoi qu'il arrive, en fait, tu vas pas faire une bonne impression, une bonne performance, parce qu'en plus, tout le monde t'attend au tournant pour le juger et dire c'est pour ça que
on prend Ramos à la place de Jalibert. Donc au final, t'as rien à gagner et tout à perdre. Ah mais c'est clair qu'il y en a qui doivent être ravis en disant bah vous voyez, Jalibert il est naze, alors que voilà il fallait tout de suite mettre Ramos, alors que bon, déjà il y a zéro adversité en face. Il faudra le voir contre une équipe où il y a une plus grosse pression, notamment sur notre pack. Et c'est vrai que là il a perdu plus qu'une mauvaise rentrée. Je pense que ça va être compliqué même pour le revoir dans les 23. J'espère le revoir contre les Blacks, mais ça va être très compliqué. Ouais, on va en parler juste après, ouais. Mais il a pas marqué de points, et de toute façon, même s'il en avait marqué, on sait que sachant qu'en plus, Léo Barré fait pas non plus un super match. Il fait pas mal d'erreurs à la main. On l'a pas senti super serein. Donc il y avait peut-être après c'est bizarre de dire ça, une place sur le banc. Tu joues jamais pour jouer une place sur le banc, mais surtout un joueur de ce calibre. Donc bon, match à oublier. Écoute, on en rediscute juste après sur les attentes du match, du prochain match. Il y avait un autre Bordelais sur le terrain, on l'a mentionné, Tevita Tatafu, le japonais. Il a joué que 10 minutes. Ouais. Il marque sur une superbe interception et il sort 2 minutes plus tard sur blessure. 67 mètres parcourus, un plaquage raté, un franchissement. Bon, on l'a très peu vu, clairement son action est superbe, et tu vas nous en dire aussi un peu plus sur la potentielle blessure qu'il aurait. Ouais, bah pour commencer sur la blessure, moi quand j'ai revu le match, on voit qu'il se tient les adducteurs, et c'est ce qu'il dit au soigneur. Donc là on est sur une blessure, alors j'espère, ça veut tout dire quoi. Il a senti une pointe aux adducteurs. Donc après ça peut être l'élongation à la déchirure, on va espérer que c'est l'élongation et que c'est 2 ou 3 semaines, voilà. Parce qu'en plus il revenait bien en canne. Parce que là sur ce match, il fait 10 minutes, il a fait plus que pas mal de japonais quoi. Parce qu'il rentre... Oh, tu peux dire quasiment tous hein. Ouais, non mais c'est vrai qu'il a... Pour le coup, on l'a senti extrêmement bien en canne. Parce qu'il y a, juste avant qu'il marque son essai, il y a aussi ce molle porté où il récupère le ballon au cul du molle et puis après il aplatit. C'est Atixo B qui fait un super geste défensif et qui arrive à lui bloquer le ballon pour pas qu'il aplatisse. Sinon il pouvait marquer un doublé. Et après il a porté 3 ballons je crois, dont un où il a avancé, il a obtenu une pénalité, c'est Movaka qui sort pas, et puis après il mange la tête de Jalibert, parce que je revois l'action, mais j'ai fait une vidéo là-dessus, elle est vraiment belle. C'est qu'il attend le dernier moment et après il balance son bras, donc il y a une chance sur 2 que ça fasse en avant, ouais. mais il la rattrape et c'est incroyable quoi. Et puis après il a pas fini parce qu'il y a Louis qui revient en travers, il y a pas tous les 8 qui peuvent même si Louis était un peu fatigué puisqu'il avait déjà fait 6 bornes en sprint, mais c'est vrai qu'il s'est bien arraché. Donc on en parlait un peu les semaines précédentes sur les anciennes émissions où en gros on disait bon, on est un peu déçu, il a du mal à retrouver son rythme. On avait tablé sur un retour en pleine forme début décembre, on sera pas loin quoi, parce que là je pense qu'il revient bien. Ouais, et puis du coup s'il peut se reposer un peu là sur les 2 prochaines semaines, c'est clair, et revenir début décembre, soit contre le MHR, soit en Champions Cup. Ouais. Mais en tout plein badin, ce serait top. Oui, bon, en tout cas, super entrée de Tatafu. Si on récupère en canne Tatafu et Big Ben, ça va changer l'hiver là. Transition toute trouvée. Les derniers qui auraient pu jouer côté bordelais, c'était effectivement Big Ben et Coleman. On en parlait la semaine dernière, on comprenait pas trop, ou en tout cas on était un peu saoulés que ils jouent pas avec l'UBB et qu'ils soient appelés avec les Tonga. Bon, en fait, ils sont restés à la maison ce week-end. Ils sont pas allés à Bucarest pour jouer contre la Roumanie. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce que ça nous arrange bien qu'ils aillent pas faire le déplacement là-bas. Surtout que les Tonga ont perdu contre la Roumanie, donc c'est plutôt une surprise, même si apparemment les Tongiens avaient envoyé une équipe un peu remaniée. Ouais. Concernant le prochain match, Yann, quelles sont tes attentes? Alors il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce que Moefana sera toujours titulaire? Est-ce que Lucu et Jalibert seront sur le banc? Notamment parce que Nolan Le Garec fait son retour dans le groupe. Qu'est-ce que tu attends? Et Louis, est-ce qu'il va aussi confirmer? Voilà, il y a plein de sujets. On a appris ce soir, alors on tourne lundi soir, enfin on enregistre lundi soir, que Buros serait en pôle pour le poste d'arrière à la place de Barré. Que Ficou serait potentiellement lui en pôle pour prendre une place de titulaire au centre. Alors en 12, en 13, on sait pas. Voilà, plein de sujets. Qu'est-ce que toi tu attends et qu'est-ce que tu penses de ce match? Déjà, si on fait individuellement, Louis, c'est ça, c'est voir comment il a progressé face à ce qui se fait de mieux à son poste.
Parce que là, il va se taper soit Téléa, soit Jordan, que je trouve incroyable, ou même Caleb Clark, celui qu'on surnommait un peu le John Alomou. Et du coup, voir face à ces nouveaux joueurs, face à ce type d'ailier, comment il va se comporter, que ce soit en attaque ou en défense. Donc là, on va vraiment voir tous les progrès qu'il a fait. Moi, j'ai pas de doute. Je pense qu'il va faire un grand match. Donc, mais c'est bien qu'il montre à tout le monde un peu son évolution et qu'il s'installe complètement en fait à ce poste de titulaire. Tu vois, parce que Penaud, on n'a pas de doute. On sait que il va revenir et que c'est un joueur performant. Il a fait des performances contre des grosses équipes. Mais Louis, certains étaient un peu restés sur son quart de finale contre l'Afrique du Sud où il était un peu neutre. Voilà, là il a la chance. Il a pris en expérience, il a pris en maturité, physiquement il a pris. Voilà, c'est ce type de match qui doit réussir. Ouais, complètement. Et puis un doublé contre le Japon, tout le monde dira, ok, c'était contre le Japon. Donc là maintenant il faut montrer sur les gros matchs. Même si à son poste, il semble quand même bien installé, au moins dans la tête du sélectionneur. Même si on a vu qu'un Atis Ogbe pouvait être super intéressant, il reste quand même le titulaire quasi indiscutable a priori. Ouais. Concernant Moefana, lui, pareil, il va être contre des monstres en face. Ouais, c'est ça, ouais. S'il joue, parce que potentiellement... Alors je pense qu'il va jouer, sûr. Mais alors après, est-ce que Galtier va préférer garder Ficou en 13 et garder Moefana en 12, ou est-ce que Moefana va basculer en 13 et Ficou sera 12? Ça, c'est un peu l'interrogation. Mais en fait, dans tous les cas, il sera soit face à Barrett, soit face à Ioane, donc qui sont deux gros clients. Et donc là, on va pareil, on va voir lui comment il évolue, parce qu'on sait que parfois il s'était un peu éteint. Le premier match face au Black à la Coupe du Monde, il avait eu pas mal de mal, notamment des en avant. Il avait subi des plaquages, etc. Là, c'est pareil. Il faut que il a 24 ans maintenant. Il faut qu'il puisse montrer à tout le monde qu'il va s'installer à long terme avec cette équipe de France, sachant qu'en plus Galtier lui fait, contrairement à d'autres joueurs, lui il lui fait confiance parce qu'il a quand même pas rappelé d'anti, etc. Donc c'est vraiment pour l'installer lui. Donc là, il faut que. Et puis cette fois-ci, il installe au centre. Ouais. Oui. La dernière fois contre l'Irlande, c'était à l'aile. Toi, dans une association avec Ficou, tu le préférais en 12 ou en 13? Moi, je le préférais en 13 parce que je pense que Ficou, pour moi, il serait meilleur en 12. Voilà, parce qu'il est. Il a moins de cannes aussi. Ouais, il a moins de cannes et il est plus dense. Donc, en défense, il serait pas mal. Et Moefana, on en parlera tout à l'heure, mais c'est encore un 12 un peu hybride. C'est-à-dire, il peut facilement passer de 13 à 12 sans qu'il y ait trop de différence, parce qu'il a encore cette vélocité et ces cannes qui sont terribles, contrairement aux autres 12 internationaux où ils peuvent moins aller 13 parce qu'ils ont moins de pattes. Ils sont un peu plus denses. Donc moi, je verrais plus l'association. Pour tout savoir sur la différence 12-13, il faut rester avec nous et écouter cet épisode jusqu'au bout. Je mentionnais le retour de Le Garec dans le groupe, à la place de Baptiste Serin. Du coup, Le Garec qui, a priori, si on en croit la fin des derniers 6 nations, est devant Maxime Lucu dans la hiérarchie. Ce qui pousserait Maxime Lucu, du coup, à la place de Serin en tribune. Ouais. Mais ce qui pose aussi des inquiétudes pour Jalibert. Enfin, comment tu vois la chose? S'il y a un banc en 6+2, est-ce que Jalibert serait sur ce banc-là ou lui aussi en tribune? Pour moi, ou même chez lui? Moi, si c'est un banc 6+2, je vois pas de Jalibert. Voilà, je vois Nolan Le Garec en 9 remplaçants, donc je vois pas Max non plus. Et après, je vois un 3/4 plus polyvalent, type Gaëton, peut-être même pas Barré, tu vois. Je pense que si elle se trouve, Barré, si Buros est installé en 15, Barré serait même pas sur le banc, si ça se trouve. Pourtant, Barré, il joue plusieurs postes. Ouais, il joue plusieurs postes, mais finalement, les deux postes qu'il maîtrise le plus, c'est 15 et 10. Sauf que, en cours de match, tu fais passer Ramos 15, et tu peux faire passer Dupont 10, ce qu'il voulait faire à un moment en testant, et en mettant Nolan Le Garec. Et si Ramos se blesse, Dupont passe 10, Nolan Le Garec rentre 9, et Nolan Le Garec, c'était quand même un buteur qui est extrêmement performant. Donc si ça se trouve, il préférera peut-être mettre un centre ailier plutôt qu'un 10-15 sur le banc. À voir. Mais enfin bon, ce serait quand même un gros coup dur, parce que là c'est pareil, il faut qu'on arrive à parler un peu psychologie, parce que quand t'es barré, enfin si vraiment il y a Buros qui est mis en 15 alors qu'il... Oui voilà, là tu pars du principe là. Comme le dit c'est l'équipe aujourd'hui qui dit que Buros serait en pôle pour le poste de 15, ce qui serait incroyable pour lui,
première face au Black, bah alors le baptême du feu que c'est. Et puis il peut pas se rater quoi. Enfin il envoie au feu quoi. Ah oui, c'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire que là, bon, on va voir ce qu'il a dans le ventre, quoi. Et puis c'est même pas évident parce qu'il a jamais joué avec ce groupe-là, donc là, ça va être le seul grand inconnu. Alors l'avantage, moi que je vois de Buros, c'est que c'est le patron en l'air. Donc à l'instar d'un Dulin qui avait réussi à saisir sa chance, vu que les Blacks aiment bien ces coups de pied de pression, lui, il peut se régaler et se rassurer sur ça. Par contre, il faut qu'il se rassure dès la première chandelle, quoi. Mais c'est ce que je disais, c'est peut-être un choix tactique pour s'adapter au jeu des Blacks, mais tu me disais tout à l'heure, bah en fait, intronise Buros le match d'avant. Mais c'est ça, ouais. Ne l'intronise pas pour le match des Blacks. Et puis, psychologiquement, en fait, tu peux même flinguer Barré, quoi. C'est-à-dire que là, tu lui dis, bah, tu seras mon numéro 1, ou au pire, tu seras sur mon banc pendant cette tournée. Et là, après le match du Japon, tu lui dis, si ça se trouve, tu seras même pas sur le banc et tu seras en tribune. J'ai un peu de mal, moi, sur... voilà. Bon, si ça se fait, toujours pareil, mais j'ai quand même un peu de mal. Entre Jalibert, Barre, etc., j'ai un peu de mal dans la gestion humaine. Je comprends pas tout, et même pour Buros, lui, c'est une énorme chance. Mais comme tu le dis, c'est une pression de folie, quoi. Parce que là, il rencontre pas le Japon, quoi. Et là, il va rencontrer les Blacks où t'as des mecs comme Jordan qui sont des spécialistes du jeu aérien, ou Boden Barrett, qui est très fort en l'air. Donc là, sachant que contre les Irlandais, c'est ce qu'ils ont fait. Mackenzie, il a envoyé des quilles tout le match. Et ils ont réussi à gagner ce duel. Bah, ça doit être pour ça. Je veux pas trop d'autres explications, parce qu'en plus, on parle de tournée, on parle de test match, mais tu me le soulignais avant-hier, Galtier, il fait pas de test. Lui, il met à chaque fois la meilleure équipe pour gagner des matchs et pour son pourcentage de victoire. Lui, il en a rien à faire que Ramos ait déjà joué 500 minutes cette saison. Il va le mettre 240 minutes sur 3 matchs et il va vouloir absolument gagner. Il fait pas de test juste pour faire plaisir et donner du temps de jeu, une première cape à un Gazzotti ou un Buros. Et notamment, et ça sera peut-être plus valable pour le match contre l'Argentine qu'on analysera la semaine prochaine, mais il va pas faire plaisir ou en tout cas donner une cape, il veut gagner, et du coup si Barré est mis de côté, c'est qu'il pense que Buros est meilleur alors qu'il a mis Barré au match précédent. Ouais, c'est ça, exactement. Pour le coup, quand on voit les dernières tournées, il a gardé quasiment la même équipe les 3 matchs. Donc il a fait quelques changements par des blessures, des suspensions, etc. Mais il a son équipe. En fait, pour lui, c'est l'équipe qui va être le plus à même de gagner. Donc t'as probablement raison. Si ça se trouve, il se dit, j'ai vu le match All Black Irlande. En fait, ils jouent plus comme les All Blacks d'avant, c'est-à-dire qu'ils font pas des contre-attaques, etc. Non, ils envoient des quilles, ils mettent des jeux de pression, et après, parce qu'après, je sais pas, peut-être qu'ils ont d'autres infos. Ça se trouve à Paris samedi, il pleut, et donc du coup, il faut un mec ultra solide sur les ballons hauts. Et le seul que t'as en main, c'est Buros, quoi. Donc avec Buros et Ramos, c'est vrai que ton fond de terrain, il est plutôt serein, quoi, sur ce niveau-là. Oui. Ok. À noter aussi que du coup, c'est Flamand et Atisogbe se sont blessés ce week-end. Alors Atisogbe, de toute façon, il aurait laissé sa place à Penaud, et on verra du coup en seconde ligne qui remplace. Flamand, il a pas été appelé, je sais plus. Il est pas dans la liste, Flamand. Ah, je croyais qu'il était toujours dans la liste, moi. Bon, à vérifier. Mais de toute façon, ça n'impacte pas vraiment nos Bordelais. D'ailleurs, en parlant de deuxième ligne et de Bordelais, tu me disais que il y a des Écossais qui sont fait expulser, ces petits vilains, ce week-end, et que du coup, ils sont un peu ric-rac en seconde ligne, et que tu pensais que potentiellement, ça allait essayer de faire le forcing côté Écosse, parce qu'on mentionnait la semaine dernière que Johnny Gray faisait le choix, lui, de rester au club, de faire du frais pendant 3 semaines, plutôt que de rejoindre sa sélection, là où il aurait été appelé, mais qu'il avait refusé de s'y rendre. Ouais, je pense que Towson, de toute façon, il voulait le sélectionner. Là, il y a Cumming, le second ligne, qui a pris un carton rouge parce qu'il a fait le crock-and-roll. Là. C'est l'espèce de... En fait, c'est une espèce de prise, ils appellent ça les prises crocodile. Les prises crocodile. Ouais, voilà. La fameuse. Où en gros, ça touche l'articulation, et donc de fait, en fait, c'est un geste dangereux. Donc il a pris un carton rouge, donc il va être suspendu à minima 2 matchs. Donc pour lui, c'est la fin de la tournée. Donc c'était une réflexion que je me faisais. Ils ont pas 36 000 seconde ligne, pas 36 000 numéro 5, performant. Donc est-ce qu'il va pas l'appeler pour lui dire, alors peut-être pas le week-end qui arrive,
Mais est-ce que, oui, tu voulais te reposer, mais par contre, tu vas attaquer le top 14 le 23, est-ce que tu peux pas faire le 24 le match contre nous contre l'Australie, quoi? Ouais, parce que ce week-end, ils jouent contre le Portugal. Donc tu vois, là, ils vont peut-être mettre pas besoin ils vont de peut-être leur mettre une meilleure équipe mixte. squad. Ouais, ils vont peut-être mettre une équipe mixte, et par contre, après, contre l'Australie, probablement, ils vont mettre la grosse équipe, donc, et là, il y aura plus la justification il se repose, quoi. Parce qu'il va jouer en top 14. Ouais. Bon, après avoir, parce qu'il a quand même refusé. Donc, ça me paraît compliqué de revenir là-dessus. Bon, après, pour jouer l'Australie, c'est quand même sympa, plutôt que d'aller à la Rabine, à voir ce qu'il préfère. Quoique, entre la Rabine ou Murrayfield, je sais pas, en termes de temps, je pense qu'on doit être pas loin. Hein. En termes de temps, ouais, en termes d'ambiance, bon, la Rabine, si, ça a l'air pas mal, ouais. Mais bon. Flower Scotland, ouais, c'est vrai que Florence. À Murrayfield, c'est. Mais bon, cool. Mais bon, il a déjà fait. Je suis pas sûr qu'il ait fait la Rabine 36 fois. Non. En tout cas, on verra déjà ce week-end ce qu'il en est côté français, côté tongien, côté écossais. On va passer tout de suite à la minute technico-tactique. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh! Il nous casse les couilles là! Bon, nouvelle rubrique. Bon, par contre, on a clairement recyclé le jingle. On n'a pas prévu d'en faire de nouveau. C'est une rubrique qui nous a été suggérée la semaine dernière sur X pour expliquer un peu les différences de profils qu'on peut trouver sur les lignes, notamment à l'avant et au centre. Pourquoi un pilier droit ne peut pas forcément jouer pilier gauche, par exemple, et inversement. Ça permettra au public moins averti de comprendre un peu quand nous on parle de 4, 5 ou de 12, 13. Et on va commencer de suite avec la différence pilier gauche, pilier droit. Par exemple, à l'UBB, pilier gauche, c'est du Mathis Perchaud ou Jefferson Poirot. Et à droite, on va avoir des joueurs un peu plus en forme, comme du Sadier ou Tami Funa. Alors, tu vas, Yann, nous expliquer pourquoi un droitier est souvent bien plus lourd. Je crois que c'est une question de positionnement dans la mêlée. Exactement. Donc ouais, la première différence, c'est physiquement. C'est sûr qu'entre Perchaud et Big Ben, il y a quand même pas mal de différences. T'as raison, en fait, c'est exclusivement lié à la position de la mêlée. Parce que le pilier droit, en fait, il va pousser, il met sa tête entre le pilier gauche et le talon. Donc le talon et le pilier gauche poussent sur le pilier droit. Donc le pilier droit, en fait, il a double pression. Et donc c'est pour ça que c'est un poste assez compliqué, où il faut être assez solide, parce que tu vas te taper la plus grosse pression, en fait, dans la mêlée. Et donc du coup... il faut, c'est vraiment un poste. Alors c'est un poste en plus à maturité tardive et il faut être physiquement préparé. Alors il faut pas forcément être gros, parce qu'on a connu des piliers très performants, mais en tout cas il faut être extrêmement solide parce que tu as cette double pression qui arrive sur toi en fait tout simplement. Alors qu'à gauche tu n'as que le pied droit à gérer. Oui c'est ça. À gauche il y a que ton épaule droite où il y a la tête du pied droit adverse. Ouais. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, certains droitiers peuvent permuter à gauche. Par contre, tu verras jamais un gaucher Perchaud, on pourra jamais le mettre à droite. Sinon, il se ferait démonter. Donc du coup, c'est assez simple, c'est vraiment lié qu'à ça. Il n'y a pas de, on en verra un peu plus avec les 4 et 5 ou derrière, etc. Là, c'est vraiment le positionnement mêlé qui fait un peu le physique et qui fait la position. Tout simplement. Oui, et c'est pour ça aussi que les piliers droits aussi sont des denrées rares et recherchées. C'est que c'est des profils vraiment exactement parce que atypiques. C'est clairement eux qui vont te tenir la mêlée. Si ton pilier gauche n'est pas un bon joueur de mêlée, typiquement, c'est un peu ce qu'on a à l'IBB, c'est-à-dire qu'on n'a pas des grands piliers gauche qui vont t'enfoncer, style Wardy, Bay quand il était en forme, ou Priso. Voilà, on a des joueurs qui tiennent en mêlée comme Poirot parce que voilà ils vont pas emporter leur droitier mais au moins ils vont résister. Par contre à droite, si ton droitier est en difficulté et qu'il tient pas les mêlées, et bien en fait coucou Sadier. Ouais. Sadi par exemple, ça peut arriver. Et bien en fait tu prends pénalité sur pénalité et tu te fais complètement enfoncer parce qu'il pourra pas supporter le pilier gauche adverse et le talon. Mais c'est vraiment le poste, t'as raison, c'est le poste le plus compliqué, le plus recherché et c'est pour ça que les talents à droite et qui sont en plus gifs, c'est des denrées rares et c'est contractuellement c'est en moyenne c'est eux qui sont le mieux payés en fait. C'est pour montrer en fait l'importance de ce poste, tu vois. Type Georges-Henri Colombe, type Tevita Tatafou qui est à Bayonne.
Ce genre de joueur et sur lequel tu te... La Rochelle, qui est un jeune joueur GIF et qui est performant à droite, mais voilà, c'est des denrées rares et de toute façon il faut en avoir parce que nous on voit clairement notre difficulté quand Big Ben n'est pas là, quoi. Ouais, même si Falatea, en fait c'est ça, c'est le problème, c'est que là on va avoir Falatea et Ben, c'est ça, qui va mettre un peu de temps à revenir. On a Siadi et Taufa. C'est difficile de trouver un joker médical ou en tout cas quelqu'un qui va pouvoir faire le troisième sur ce poste. Et en plus c'est des postes où c'est compliqué, on peut pas faire monter un jeune en fait. Autant à gauche, ça peut arriver assez rapidement. On peut faire monter pas mal de jeunes. On a eu par exemple Paverne à La Rochelle, Collingar aussi au Racing, etc. Donc c'est des postes où à 20-21 ans, tu peux commencer à faire des feuilles de match en top 14 et même être performant. À droite, on a vu Afan l'année dernière. Pourtant physiquement, il est ultra épais, quoi. Mais en fait, il s'est fait casser la tête parce que c'est de l'expérience, c'est du positionnement, c'est un angle de poussée face à des mêlées ultra solides. Bon, en plus, il avait pas eu de chance, il a commencé face à Denis Priso, qui est probablement un des meilleurs gauchers du top 14. Mais c'est un poste où généralement les mecs arrivent à maturité, ils commencent à performer vers 25 ans, quoi. C'est rare. Il y a t'as des mecs comme Kuntelia, Tatafou qui arrivent à... Enfin, Tatafou, c'est incroyable, il a 22 ans, il est déjà en équipe de France, mais voilà, il y en a très très peu, quoi. Des mecs comme ça, il y en a très très peu. Et du coup, on a un peu aussi ce problème-là, axe droit, axe gauche. Sur la deuxième ligne, on va plus souvent avoir un bon bébé en 5, donc sur la droite de la mêlée, c'est ça, plutôt qu'en 4, où là, ce sera un profil plus léger et souvent un profil qui est grand et qui va plus être axé sur la touche. C'est ça. En fait, t'as tout bien résumé. En gros, mais j'ai plus besoin de toi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est clairement. En 5, on met le gros pousseur parce que comme je l'ai expliqué juste avant, il faut aider ce pilier droit qui subit la plus grosse pression. Donc c'est pour ça qu'on a eu un peu ce mode et qui est hyper efficace, hein, des Skelton, Meafou, Van der Mesch au Stade Français. Voilà, c'est des tankés. Alors en plus, Tulagi à Perpignan, exactement, qui sont des mecs qui vont te stabiliser ta mêlée et renforcer l'axe droit. Quand t'as un axe Meafou, Tatafou en équipe de France, c'est solide, même si on n'a pas emporté les Japonais, hein, c'est pas qu'une histoire de poids. Et aussi, ça va te permettre dans les molles, parce que mine de rien, dans un molle offensif, tu vas amener du poids supplémentaire et donc une avancée. Et dans les molles défensifs, tu vas pouvoir casser tous ces molles. On voit Skelton, lui, il arrive à mettre ses grands panards et à casser en fait la liaison entre le lifter et le sauteur. Et donc de fait, en fait, ça casse la force de pousser. Et ça, pour ça, il est vraiment extrêmement fort. Et donc c'est exactement ça. Donc en 5, le plus pousseur, et généralement en 4, lui, vu qu'il va pousser, il va aider le pilier gauche. Lui, il a besoin d'être moins massif et donc plus mobile. Et quand un joueur est plus mobile, alors pourquoi on cherche ce type de joueur? C'est vraiment pour on peut pas avoir que des chars d'assaut. On pourrait pas avoir 2-5 parce que finalement, en fait, par exemple, notre système de jeu, on déplace énormément le ballon et donc on va à la fois dans les zones 2, dans les zones 3, et donc en fait, il faut que on soit les plus rapides au ruck. Donc il faut que les soutiens arrivent vite, et ça, si t'as que des chars d'assaut, si tu peux le faire tu fais que des blacks, enfin tu fais que une passe et je vais péter, quoi. Et bon, tu vois, là tu pourrais le faire. Mais si tu commences à faire notre jeu, maintenant c'est une donnée importante, c'est même une nouvelle statistique. Il y a maintenant la rapidité à laquelle tu sors les ballons des rucks. Donc tu vois, si t'es à plus de 3 secondes, en fait on dit que plus de 3 secondes, ton ruck est ralenti, donc même si t'as ton ruck, et bien après tu peux pas lancer ton jeu, et moins de 3 secondes, là tu commences à avoir une vraie possibilité de pouvoir facilement lancer ton jeu. Et donc l'objectif pour nous, c'est d'avoir que des rucks rapides, pour pouvoir enchaîner, accélérer, et puis après déstabiliser les défenses. Mais d'ailleurs c'est pour ça que, en parlant de profils, nous c'est des profils que tu me disais plutôt hybrides, dans le sens où quand on regarde des Johnny Gray, des Cyril Cazot, en fait ils peuvent jouer 4 ou 5, c'est pas des Brandy qui sautent très haut, qui font si ils sont grands, mais ils sont ni ultra épais ni ultra mobiles. On a des hybrides, exactement, on peut dire des 4,5 du coup, et après on choisit entre les deux qui est le plus gros pousseur. Donc soit si on a Coleman Gray, je pense qu'on mettra Coleman en 5, si on a Gray
je sais pas moi, petit, on mettra Gray en 5. Enfin voilà, Ça permet aussi de pas se retrouver avec que des profils 4 ou des profils 5. Et si un jour t'as les deux 4 qui sont pétés, bah tu te retrouves, à pas pouvoir. Et puis après, il faut pouvoir le trouver sur le marché aussi. Parce que les 5 pousseurs, parce que il y en a des 5 qui sont très gros mais qui bougent pas. Des Meafu, des Twilagi, des Skelton, il y en a pas 36 000. Donc c'est aussi ce style de 5 qui performe, c'est quand même aussi compliqué à voir. Nous on l'a pas, ce 5 qui joue exclusivement 5. Non, on l'a pas. On a vraiment que des hybrides dans toute la seconde ligne. Ok, et généralement notre 15 type, c'est Gray en 4, le patron de la touche, avec Caso en 5. Ouais, ou... Quand il n'y a pas Coleman. Ouais, quand il n'y a pas le Coleman. Alors je sais pas si il mettrait pas Gray en 5 et Caso en 4. Je pense que c'est... Bah, a priori, sur ce qui s'est passé cette saison, c'est plutôt Gray 4 et Caso 5. Bon, ça se défend. Hein. Oui. Mais on peut aussi retrouver Pierre Beauchaton en 4. Exactement. Toujours dans cette optique d'amener de la mobilité. Donc maintenant, alors ça a été... Pierre Beauchaton qui est 3ème ligne et qui Exactement. du coup peut jouer un peu comme un Alexandre Roumat par exemple. Voilà. Qui est 3ème ligne mais qui peut être appelé à être numéro 4. T'es bon maintenant en fait. J'apprends tous les jours à tes côtés. Mais exactement. Une centaine de messages WhatsApp qui commencent à payer. Mais exactement, c'est ça. Donc maintenant, ouais. Et en plus, Bru, il adore ça. C'est-à-dire que ça lui arrivait souvent de mettre un 6 en position de 4 et un 4 parfois en position de 6. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il affectionne et c'est vrai que c'est intéressant parce que en plus tu peux faire ça. Alors bien sûr il faut pouvoir le penser parce que forcément si tu mets un Beauchaton, si tu mets un Roumat, bon petit c'est un peu moins vrai, forcément tu perds de la densité. Donc il faut que tu arrives à récupérer cette densité autre part. Donc soit t'as ton 5 qui compense, soit comme chez nous, t'as Big Ben par exemple. C'est-à-dire que quand t'as Big Ben, du coup le pilier droit qui va compenser. Voilà, quand t'as Big Ben, c'est pas grave de mettre une brindille et bon, une brindille, il fait quand même plus de 100 bars, mais bon. Une brindille et un second lit un peu hybride, quoi. Parce que t'as un droitier qui est ultra costaud et qui va te caler ta mêlée, tu vois. Mais en tout cas, c'est une possibilité et je trouve que moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce que ça mène une jump en touche. C'est toujours des... La mobilité. Ouais, et puis c'est toujours des mecs qui courent vite. Donc après dans la transition et pour les courses, avoir un mec comme Beauchaton, s'il perd pas trop de jus, parce que je garantis que voilà, c'est un des problèmes parfois que les 6 ne peuvent pas passer en 4, c'est que quand vous sortez d'une mêlée, alors quand vous êtes 3ème ligne, vous êtes en pleine forme. Quand vous êtes pilier et seconde ligne, c'est un sprint en fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire que t'es gainé pendant le temps de la mêlée et c'est une horreur. C'est vraiment une horreur physiquement. On sent le vécu. Ouais. Passer de 6 à 4. Exactement. Une horreur. Du coup, tu vas pouvoir nous parler de la 3ème ligne, 6, 7, 8. Alors le 8, généralement, 3ème ligne centre. Ouais. Donc après, ça c'est... Quelles sont les différences avec les deux autres? Bah alors le 8, ça va dépendre le style de jeu qu'on va mettre en place. Et ça dépend aussi du style de ta 3ème ligne. Mais globalement, chez les 8, ce qu'on recherche, c'est des gros porteurs. Parce que c'est des mecs derrière la mêlée qui vont essayer de gagner des mètres pour avancer et mettre toute l'équipe dans l'avancée. Donc généralement, c'est des mecs très costauds, gros porteurs. Néanmoins... Chez nous, il y a 2 profils comme ça qui se démarquent. Ouais. C'est Marco Gazzotti et Tevita Tatafu. Exactement. Par contre, après, ça peut dépendre. En fait, ça va dépendre aussi de ton équipe et comment tu veux faire jouer. Parce que regarde, Stade Toulousain, en fait, leur porteur c'est plutôt les 3ème ligne, seconde ligne, talons. Parce que Movaka, il peut clairement jouer 8. Et il a joué 3ème ligne samedi. Exactement. Et tu vois, et c'est plutôt Roumat qui est plutôt lui dans vraiment la transition, etc. C'est pas un gros porteur, il avance pas beaucoup. Lui, il est plutôt là pour les touches, etc. Et pourtant, c'est lui qui est positionné en 8. Mais bon. Si on caricature, voilà, vraiment le 8 c'est celui-là qui doit faire gagner les mètres à la sortie de la mêlée, donc il doit avancer, donc c'est généralement des gros porteurs plus physiques. Ensuite on a 6 et 7. Mais juste pour illustrer ce 8 qui sort de la mêlée, c'est typiquement Gazzotti contre Clermont. Ouais. C'est quand il fait un en avant dans l'embut parce qu'il est plaqué haut, bah c'est lui le 8 qui sort de la mêlée et qui va essayer d'apporter des mètres, ce qu'il a pas réussi à faire. Et Tatafu, il faisait plein de fois ça. En plus même s'il fait 120 kilos, il a une accélération qui est assez impressionnante pour son physique quand il est en forme. Et après on a le poste de 6-7. Alors en France, au départ 6 c'était assez simple, c'était 6 à gauche et 7 à droite.
Et en fait, maintenant, c'est un peu plus complexe. Enfin, un peu plus complexe. Ça va être assez simple, vous allez comprendre. Hein. Le 6, c'est celui-là qui s'occupe du côté fermé, et le 7 du côté ouvert. Donc généralement, on met un 6, un joueur qui est un peu plus dense et plaqueur. Donc c'est pour ça que parfois on peut retrouver des profils 6-4, donc des mecs comme Beauchaton qui sont un peu plus lents, mais qui comme on va les mettre dans le petit côté, et ben ils auront moins de mètres à parcourir. Et en fait le 7 qui va être lui plus, il va devoir plus amener de vitesse, type le Mathieu par exemple, et donc du coup il faudra qu'il glisse plus rapidement avec les soutiens, etc. Parce que par exemple quand on fait si je prends l'exemple d'une mêlée qui est complètement à la gauche du terrain, le 7, si on joue zone 3 à l'opposé, il faut qu'il traverse tout le terrain, quoi. Pour aller apporter le soutien, ouais. etc. Ça doit être un des premiers, ou au moins être le premier, s'il y a un ruck avec les 3/4, ça va être le premier en fait qui va après, dans le renversement de jeu, c'est être le premier qui va les péter. Donc il faut toujours qu'il soit, et donc c'est plus un profil coureur en fait. Ok, donc on aurait à peu près, donc d'ailleurs, troisième ligne du coup c'est le 8 au milieu, donc qui serait Gazzotti. Côté fermé, le 6 avec pourquoi pas un Beauchaton, Sweeton. Ouais, Swinton. Tu vois, Swinton moins mobile en fait qu'un Mathieu, même qu'un Samu, qu'un Gazzotti qui est quand même qui globalement assez mobile. Ouais. Okay. Bon après Gazzotti lui il peut jouer partout. C'est vrai que il y a pas tant de globalement tous les troisième lignes peuvent interchanger hein, à part les vraiment lourds où on peut les mettre que 6. Mais globalement Gazzotti tu le mets 6, c'est ce qu'il a fait à La Rochelle je crois. Bon, il était très bon, tu vois. OK. Et du coup, en 7, un profil plus rapide comme, du coup, Mathieu, qui effectivement, lui, peut jouer ailier, donc niveau vitesse, ça va. Lui, c'est bon, ouais. Ou Samu, du coup, plutôt 7. Ouais, tu vois, moi, je le mettrais plus 7, ouais. Mais il pourrait jouer 6 sans problème. Ok, écoute, au moins, comme ça, on a fait le tour du pack dès avant. J'espère qu'en tout cas, c'est plus clair. Alors, on va pas faire différence 9-10, parce que bon, ça, c'est quand même assez évident. Ouais. Par contre... Alors, on va pas faire non plus 11-14, parce que ça, c'est plus une question de préférence, en fait, d'appui. On peut faire simple, hein, c'est juste une histoire d'appui, tout simplement. Et puis, ils changent, ils peuvent dézoner, quand t'as du LBB et du Penaud sur tes ailes, ça dézone dans tous les sens et tu sais jamais trop où tu vas les retrouver. D'ailleurs, samedi, j'ai en tête plusieurs actions où t'as une fois LBB qui est à gauche, l'autre fois sur les sets de Gaëton, par exemple, il est à droite. C'est ça. Il y a pas vraiment, c'est plus une entente entre les ailiers et ça dézone un maximum. Par contre, niveau centre, on le mentionnait tout à l'heure avec l'exemple Ficou Moefana. Là, il y a plus une question de profil avec un 12 qui va lui généralement toucher le ballon avant le 13 et qui du coup est soit quelqu'un qui va aller à l'impact, donc quelqu'un de plus dense que le 13 qui lui va être plus véloce pour aller toucher les ailes et les soutenir. C'est ça, exactement. Alors après, il faut aussi voir que c'est parfois je vais dire une mode. C'est-à-dire qu'au cours de l'histoire et suivant les types d'entraîneurs, ça va être plus ou moins stéréotypé. Mais globalement, c'est ce que tu dis. Le 12, vu qu'il est, en fait, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la zone du 10, c'est une zone qui est quand même vulnérable, forcément, parce que tous les 10 ne plaquent pas comme Ntamak. Donc du coup c'est une zone qu'il faut consolider et c'est pour ça qu'il faut un très gros défenseur, un mec qui soit assez bas sur les appuis, qui soit très costaud et qui puisse en fait prendre la ligne d'avantage déjà en défense. C'est pour ça qu'on a des mecs comme Aki, que ce soit de Toulouse ou l'Irlandais, Damien Allende, maintenant on a Esther Husen, enfin c'est des gros calibres et du coup pareil offensivement, vu qu'ils sont proches de la défense comme tu dis, il faut qu'ils gagnent des mètres. Et donc là, il faut qu'ils cassent du plaquage et il faut qu'ils avancent dans ce sens-là et qu'ils resserrent les défenses. Donc c'est pour ça qu'on a des Tuisova aussi. Enfin voilà, c'est ces profils qui sont extrêmement lourds, toniques et qui peuvent facilement gagner les mètres. Mais ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le rugby actuellement qui prône ça. Parce qu'après, on a eu historiquement ce que les Anglais appellent 5/8e et nous des secondes 10. Où on mettait en fait un 12 qui était un profil un peu comme Ntamak, c'est-à-dire un profil 10-12. Ça avait été tenté d'ailleurs en équipe de France, non ? Ouais. Très rapidement. Exactement. Une des premières tournées où, contre l'Argentine, etc., où Jalibert était 10 et Ntamak était 12. Ouais. Ça n'a pas eu le succès escompté du coup. Non, mais bon, après, voilà, et ce qu'il faut voir, c'est que si tu fais ça, il faut que ton jeu collectif soit hyper huilé. Parce qu'effectivement, il faut que tu attaques.
Parce que forcément en défense tu vas subir. Si t'as 2-10 qui sont hyper costauds, ça peut compenser. Si t'en as un qui, tu vois, nous à l'UBB par exemple dans les zones sensibles, dans les 22 etc. On met un troisième ligne ou un centre à la place de Mathieu et Mathieu il va défendre en 13. Voilà, parce que il faut qu'on le protège et 2, c'est pas bon qu'ils se prennent 4 fois le 12 dans la tronche tout le match quoi. Ouais, c'est ça, t'invertis, c'est pas figé ce que t'as sur la composition d'équipe. Après, en fonction de l'attaque adverse et de toi, de tes profils, tu vas protéger, cacher un peu tes faiblesses. C'est ça, ouais. Et du coup, bon, voilà, donc il y a eu, c'est beaucoup les Australiens qui utilisaient nous on l'a utilisé en U20 et on a essayé de le faire en équipe de France, mais le 5/8e, 2e 10, voilà, c'est ce qui ça s'est fait. Maintenant ça se fait moins, c'est vrai que là maintenant on est sur des centres très solides. Alors on a les Sudaf où c'est un peu exagéré. Quant à Esterhuizen, c'est un 3e ligne, il fait un 90, il doit faire 112 ou 113 bars, tu vois. Et après, t'en as d'autres qui sont costauds, mais qui font plus jouer. Par exemple, Barrett, je trouve c'est un joueur il a été formé en 15, donc il a une gestuelle, il peut jouer au pied, il peut percuter parce qu'il est costaud, etc. On a aussi Tuipulotu, le 12 écossais, qui est aussi très dense, mais qui est capable de faire une passe une passe sautée. Enfin, il est extrêmement technique. Donc, même s'il y a il faut savoir, voilà, c'est ça, il y a ce côté quand même physique où il faut qu'il soit fort en défense et qu'il gagne des mètres en attaque, mais après, suivant ton style de jeu, tu vas pouvoir chercher plus de technique. Soit tu vas envoyer Tuisova tout droit, soit tu vas essayer de chercher un peu à faire des passes dans le dos, etc. Tuisova du Racing. Et du coup, avec un 13 type de porter, lui, là, c'est plus aller chercher Exactement, de la vitesse. C'est pour ça d'ailleurs que moi je trouve que le poste de 13 et d'ailier, finalement, il est très proche. Parce que du coup, Penaud, lui, a joué 13 exactement. Avant, c'est ça? Ouais. Lui, il est passé de 13 à ailier, mais finalement, tu pourrais le remettre 13. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi le côté défensif qui est important sur ce poste-là, et là où un déporteur, il est à la fois ultra rapide et en défense extrêmement performant. Il laisse rien passer. Parce qu'en fait, à la différence en fait du 12 où c'est extrêmement frontal, parce que forcément t'es proche de la ligne. Donc là, c'est que tu vas prendre des mecs frontalement. Donc là, c'est pour ça qu'il faut être dense. Et courageux. Voilà. Alors, on peut être courageux et le problème, c'est qu'on peut subir des porteurs, par exemple, quand il est passé 12 au dernier tour d'assignation, il a été en difficulté sur certains contacts frontaux. Parce que forcément. J'imagine que c'est pas la même technique, tu prends pas les mecs forcément plein buffet quand t'es 13. Ouais, c'est ça. En fait, exactement. Quand t'es 12, vraiment, c'est tout droit. Donc, du coup, là, il faut que tu sois extrêmement solide pour pouvoir les repousser. Et il y a même une notion de poids, tu vois. Où en fait, en dessous d'un certain point, d'un poids, tu subis trop. Et alors que 13, en fait, vu qu'il y a énormément d'espace et que le 13 adverse va forcément, essayer de prendre cet espace, tu défends plus en glissant. Et donc c'est pour ça qu'on a plus de plaquage aux jambes. Donc t'es plus en poursuite et donc tu chasses les autres et donc du coup tu dois plaquer aux jambes. Et je trouve que c'est même plus facile de défendre en 13. C'est-à-dire qu'en fait si tu arrives à avoir une technique de plaquage un peu comme des porteurs et avoir les pattes, tu peux t'en sortir. C'est pour ça d'ailleurs que par exemple Teddy Thomas là il s'en sort extrêmement bien alors qu'on disait que c'était un mauvais défenseur, ce qui est pas forcément vrai sur les dernières années, mais et du coup en 13 c'est même plus facile pour lui parce que 14, je trouve que c'est un peu plus compliqué entre monter en pointe ou glisser. Ouais. Tu peux parfois te perdre un peu. Okay. Et du coup, pour revenir sur les joueurs de l'UBB, on a quand même plus de profils 12. Tu vois, un Van Rensburg, moi j'irais plutôt 12 exactement. Parce que c'est un buffle, il va tout droit, même s'il a des mains, on l'a déjà dit. Tapoy, je vois pas trop le côté vitesse. Ouais, donc lui t'es obligé de le mettre 12. Physiquement en fait, parce qu'il pourra pas te déporter, en 13 il pourra pas accélérer quoi. Du coup si t'as Tapoy ou Van Rensburg, si tu veux mettre Moefana, tu mets Moefana plutôt en 13. En fait c'est lui qui est plutôt hybride. Pour l'instant lui c'est le vrai hybride. Parce qu'il a joué ailier, donc il a la vitesse. C'est ça exactement, il a énormément de vélocité et il est quand même assez solide pour jouer en centre. Alors je pense que, on va le voir ce week-end, je pense parce qu'il a que 24 ans, il faut voir, c'est plutôt 26-28 ans le prime pour les centres, mais je pense qu'il va encore prendre de la masse lui pour s'installer en 12. Voilà, pour l'instant il a 95-96, il faudrait lui qu'il soit à 103 kilos, là il commencerait à vraiment devenir très méchant quoi. Ouais. En tout cas on a hâte de voir ça parce qu'on rappelle que Moefana a re-signé. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Oui si en début de saison avant Big Ben. Donc on aura la chance de voir ça à Chaban. Bon écoutez, j'espère que ça vous a servi, ce petit point sur les chiffres, point calcul.
on passe tout de suite à l'actualité du club. On va tout casser là, c'est la décennie vague là. On va faire rêver, si on pète pas le boulard, ça va aller. Alors on a eu 2 actualités récemment. La semaine dernière, la première, c'est que McNamara, Noël de son prénom, prolonge de 2 ans. On avait entendu d'ailleurs Jalibert dire du bien et rendre hommage au technicien irlandais sur TV7 dans Top Rugby il y a quelques semaines. C'est l'entraîneur de la meilleure attaque du Top 14 depuis l'an dernier. Bon, il arrive aussi en même temps qu'un Penaud, ou en tout cas avec une ligne d'arrière qui est un bon outil de travail, on va dire. Ça ressemble à une bonne chose, cette prolongation. Toi, t'en penses quoi, Yann ? Ouais, moi je suis heureux. Parce que c'est clairement un homme qui nous a vraiment apporté dans les systèmes. Et en plus qui a fait progresser, je trouve, nos joueurs. Notamment des mecs comme Louis. Buros a vraiment énormément progressé avec lui. Je trouve que maintenant c'est des... par exemple Buros, avant il avait pas cette maîtrise au pied, etc. Maintenant il s'intercale énormément en 10 et ça c'est le système McNamara où en fait on a 2 10. On a le 10 et le 15, on a des ailiers qui sont partout et ce que j'adore en fait dans son système, c'est qu'il laisse la possibilité... Alors il y a la rigueur irlandaise, hein, bien sûr, parce qu'on a des lancements bien précis, etc. Mais il laisse la possibilité aux joueurs, déjà de participer au lancement de jeu, de savoir ce qui leur va pas et ce qui leur va. Et surtout, il y a toujours plusieurs entrées. C'est-à-dire que sur un même lancement de jeu, il y a toujours 2 ou 3 sorties. Et donc ça permet en fait de valoriser l'adaptation et un peu le génie de certains de nos joueurs. Typiquement Mathieu, quand on lui propose 3 solutions, et bien après c'est son génie qui doit choisir quelle est la meilleure porte. Son génie et son adaptation à la défense adverse et sa vivacité d'esprit et son QI rugby en gros. Exactement, c'est ce que t'as tout dit. Voilà. Donc et ça c'est le système McNamara. Et donc ça j'adore et je pense que c'est la recrue qui a amené Bru quoi. Je pense que c'est ce que j'allais dire, c'est par rapport au staff d'avant. Ouais. Donc sous Urios, c'est une vraie plus-value, tu trouves ? Ouais, clairement. Avec le système Charrier, c'est des lancements qui étaient extrêmement simples, extrêmement cadrés parce que dans le système d'Urios, tout est cadré, il n'y a pas trop de participation entre guillemets. Là, tous les 3/4 participent au lancement de jeu et à savoir voilà vraiment ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent produire. Il y a toujours une trame générale, mais dans les lancements type, c'est moins stéréotypé qu'avec Charrier. Alors Charrier il peut faire aussi des beaux lancements de jeu, hein. On l'a vu contre nous, il nous a quand même fait un bel essai, notamment de Fouissac, mais globalement c'était des trucs assez simples et il y avait énormément de défis, mais il n'y avait pas beaucoup de solutions, pas beaucoup de sorties, et donc du coup on se faisait un peu plus chier. Voilà. Et on attendait plus l'exploit, je trouve. Typiquement l'UBB où il y a le Covid. En fait, on attendait un peu que Radradra fasse la différence, quoi. Et tu vois, quand t'es 10, ce système McNamara, est-ce qu'il n'est pas aussi plus demandeur ? Tu vois, je pense notamment à un Garcia, tu vois, qui est encore très jeune. Il n'a pas forcément l'expérience ou l'analyse de Jalibert, ou en tout cas la vitesse d'analyse. Est-ce que c'est pas plus compliqué pour lui d'avoir autant de solutions et du coup devoir prendre des décisions très rapidement, ou est-ce qu'un système un peu plus cadré comme ce que peut faire Christophe Furios est plus simple pour lui ? C'est une possibilité, ouais. Là, je pense que pour le coup, on voit, Carberry, finalement, il a eu un peu plus de mal quand même, tu vois, sur sa titularisation. Et Garcia, effectivement, là, il faut que, c'est ce qu'on disait la dernière fois, hein, c'est qu'il faut qu'en haut, ça réfléchisse vite pour trouver la bonne solution, parce que sinon tu te fais coffrer et après tu rumines ton match, donc ouais. Après tu t'en sors pas quoi. Surtout pour les jeunes joueurs comme ça, c'est catastrophique quoi. Ok, bon, en tout cas, très bonne nouvelle qu'ils partent pas, en tout cas, qu'ils repartent pas en Irlande. Oui, par parce exemple. que c'était une possibilité, hein, qu'ils soient appelés. C'était une possibilité. Et lui, on rappelle qu'il a connu Yannick Bru du coup en Afrique du Sud, aux Sharks. Ouais, exactement. Deuxième news, celle-là elle est un peu plus récente, elle date de cette semaine. Yann Lesgourg serait en partance pour le BO. Alors c'est des rumeurs qu'on avait déjà en début de saison. On avait déjà vu des choses passer, mais les discussions ont été confirmées
cette semaine par Sud-Ouest. Un retour à la maison pour le demi-mêlée de 33 ans, puisqu'il a évolué quand même de 2007 à 2014. Ouais. Ce serait une belle façon de rendre l'appareil à son club formateur. Ouais, et en plus, c'est rigolo parce que Paul Abadi aussi qui est sur le départ, lui, ce serait peut-être vers Agen, qui est aussi son club formateur. Donc on aurait 2 joueurs qui feraient un retour en arrière, et donc du coup c'est plutôt sympa, c'est plutôt un joli clin d'œil de finir un peu chez soi. Ouais, et puis pour lui, ça ferait sens d'aller, pourquoi pas, terminer sa carrière là-bas. Surtout que ça nous pose la question du numéro 9. Ouais. Alors, on avait eu quelques noms qui étaient sortis pour du coup remplacer numériquement Lesgourg et Abadi, et pour épauler Maxime Lucu la saison prochaine, parce que il va falloir qu'on ait du monde. Alors, on avait présenté Enzo Gourg il y a quelques épisodes. Il paraît encore un peu tendre, même si ça peut potentiellement être une option numéro 3. 4. Ouais, 3 ou 4. 3. Ouais, 3. Ouais. La saison prochaine, à voir. Les noms qui étaient sortis à l'époque, alors ça date d'octobre. On n'a pas eu trop de nouvelles sur ce poste-là, ou en tout cas pas eu trop de rumeurs. Non. Petit disclaimer, nous on relaie que ce qu'on voit passer sur Twitter ou sur l'équipe Sud-Ouest, etc. On n'a pas d'infos en inside, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, c'est que des hypothèses. Oui. Donc on aurait entendu parler de Léo Colli, mais on apprend aujourd'hui que cette piste-là semble trop coûteuse pour acheter le contrat. C'est ce qu'a dit Ben sur son compte, ouais. Exactement. Il y avait la piste Santiago Arata du Castres Olympique qui lui a re-signé entre-temps. Et Léo Carbonneau de Brive qui a 20 ans et qui lui partirait du coup du côté du Racing. Donc déjà c'est 3 pistes qui sont rayées tout simplement. Ouais. Il nous reste Baptiste Jonot que je te propose. Tawera Kerbarlo du Stade Rochelet. Jaden Hendrikse des Sharks qui retrouverait donc son ancien staff. Ouais. Je crois que c'est à peu près tout en ce moment comme nom qu'on peut avoir sur du numéro 9. Toi, est-ce qu'il y a un profil, alors déjà parmi ceux-là qui te plairait plus, ou est-ce que tu as un autre profil en tête qui pourrait te convenir? Comme neuf d'avenir, c'est sûr que Baptiste Genoux, ce serait vraiment très bien. De Clermont. Ouais, de Clermont. Le problème, c'est que de ce qu'on sait, c'est qu'il partira pas avant 2026, parce qu'il va honorer son contrat, donc c'est bien. Il va pas partir au bras de fer, etc. Donc lui, il sera pas avant 2026. Donc et pour l'année prochaine, oui, la piste la plus sérieuse, c'était Hendrikse. Le problème d'Hendrikse, c'est qu'il est international Sudaf, donc ça veut dire qu'on le voit pas tout l'été, on le voit pas en novembre, donc on le voit 6 mois quoi. Ça fait peu, sachant que pour l'instant on n'a qu'un seul neuf. Oui, et sachant qu'on sait toujours pas si. Alors Max, moi je pensais que. Alors il a été un peu déclassé là, mais il sera quand même à minima en tribune pendant le tour de destination, etc. Donc ça veut dire qu'on l'aura pas. Donc c'est compliqué de faire la saison sans neuf quoi. Parce que si en novembre on n'a pas Max et il n'y a pas Hendrikse, je sais pas avec qui on tourne. Pareil, de toute façon on va avoir le même problème à droite, hein, parce que si Tatafou n'est pas là, Big Ben n'est pas là et Falatea est aussi en équipe de France. Tatafou, on parle bien du Bayonnais qui a priori devrait rejoindre l'UBB ouais, du coup, la saison prochaine. Du coup, je sais. Ouais, là c'est une réflexion. Je pense qu'il faut voir si Marty, que je pense que Bru lui doit pousser pour Hendrikse parce que ça paraît logique vu l'équipe où il joue. Exactement. Alors après, si on veut décrire un peu son profil, c'est un mec qui ressemble beaucoup à Max. C'est-à-dire que c'est un mec qui est assez propre sur les sorties de camp, qui a un bon jeu au pied. Par contre, ça va pas être comme Genot ou comme Couillou, un mec qui porte le ballon, qui va créer des différences. Alors c'est vrai que ça peut bien matcher avec Mathieu, en espérant de toute façon qu'il prolonge. Oui, parce que Jalibert doit encore annoncer sa prolongation. Ce serait bien d'ailleurs qu'il annonce, comme ça, hop, après on pourrait choisir le neuf qui lui convient le mieux. Ouais, peut-être que ça attirera même des neufs. Ouais, c'est possible. C'est pas impossible. Bon, en tout cas, on suit ce qui se passe, les noms qui sortent, mais sachant que on a souvent des fausses pistes. C'est-à-dire qu'on a des noms qui sortent et puis au final, non, c'est un autre. De toute façon, on sait que le staff et Laurent Marty travaillent après, dessus. Si on est vraiment sur Genot, en fait, c'est ça le problème, c'est que il faut trouver une personne qui fait une pige de 1 an. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a eu la rumeur Kerbarlo,
parce qu'un joueur de son âge, c'est possible. Qui est toujours une rumeur, même s'il est plus annoncé au MHR depuis aujourd'hui. Il reste aussi sur les tablettes visiblement de l'UBB, en tout cas annoncé comme tel. Mais tu vois, si on veut un genou, je comprendrais pas qu'on prenne un Henrixé par exemple, dès l'année prochaine. Oui, parce qu'Hendrixé, il a 24 ans. Il a 24 ans et globalement c'est du niveau 2 max, donc ça veut dire que c'est un mec qui veut qu'il soit 1 ou 1 bis. Et donc Genou il va jamais arriver dans un club pour être le numéro 2 ou 3 quoi. Donc tu vois c'est ça où ça va être... je sais pas comment il va faire Laurent. Affaire à suivre. En tout cas, sinon il y a Théo Nanette, j'ai entendu la semaine dernière sur France Bleu Gironde qui participait à 100% UBB, qui est disponible, donc il pourrait très bien... Moi j'avais bien aimé l'an dernier, bon après c'est sûr que ce serait plutôt en numéro 3. Bon écoute, on verra bien. La suite des actus, les Lionnes du Stade Bordelais, dont on a parlé la semaine dernière, n'ont pas joué ce week-end parce qu'on le rappelle, elles jouent contre le Stade Toulousain ce dimanche à 15h à Sainte-Germaine au Bouscat. Et les Espoirs n'ont pas joué non plus. L'équipe de France U20 était en stage. D'ailleurs, ça nous permet d'introduire la dernière séquence puisqu'on va présenter un joueur qui est souvent appelé avec l'équipe de France U20. Présentez-vous, qui je suis, les gars, qui je suis. Et concernant le jeune crack du jour, Yann, tu vas nous présenter Zinedine Awad. Ouais, le petit Zinedine qui est arrivé en espoir chez nous. Donc avant il était au Biarritz Olympique et alors de base c'est un Béarnais. Il a été formé du côté de la section Palage je crois et après il est parti à Biarritz et on l'a recruté en espoir. Donc c'est un joueur qui va vraiment beaucoup nous aider parce que c'est un mec qui est très polyvalent. En espoir, il a joué 5, il a joué pilier gauche et il a joué pilier droit. Bon, son poste c'est quand même pilier et il arrive à être, c'est assez naturel d'être pilier gauche et pilier droit. Il peut alterner les deux assez facilement et il est performant des deux côtés. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement rare et en plus il est performant en équipe de France, on l'a vu en U20 où que ce soit à gauche quand il jouait avec Afan ou à droite tout seul, il a quand même été plutôt dominant. Donc si on peut décrire un peu son style de jeu, déjà fort sur les secteurs de la mêlée, donc ça c'est extrêmement intéressant. Et c'est un gros porteur. Il est extrêmement généreux. C'est un gamin qui va multiplier les charges, qui est extrêmement généreux. Donc ça veut dire qu'il va, s'il refait une charge, après il se relève, il va recharger. Enfin ça, il peut faire ça très très longtemps. Donc après c'est voir nous comment on va se positionner par rapport à lui parce que forcément est-ce qu'on le fixe à droite, est-ce qu'on le fixe à gauche où on a peut-être plus besoin de gaucher, est-ce qu'on joue sur sa polyvalence sachant que c'est quand même deux postes spécifiques quand on passe après au cut supérieur, est-ce que ça va marcher? C'est assez rare non au stade supérieur les piliers qui peuvent jouer les deux de façon efficace. Ou alors c'est plutôt des piliers droits qui vont dépanner à gauche. C'est ça, ouais. Type chez nous on avait Kolashvili qui arrivait à faire ça. À Pau ils ont aussi je crois Papidze qui fait ça. Enfin voilà, mais c'est quand même assez rare. Et je connais pas de mec ultra performant des deux côtés. Ouais. Tu vois, donc du coup soit t'es très bon d'un côté et tu dépannes de l'autre, soit inversement. Donc c'est pour ça il va falloir voir comment le staff le gère. Est-ce qu'ils vont le fixer à un poste pour qu'il puisse progresser avec les mêlées chez les grands. Donc typiquement chez nous, je pense que le poste le plus accessible dans l'avenir, ça va être le poste de gauche. Oui, à long terme, là avec le départ de Poirot, même si on a Louis-Marie qui devrait arriver, c'est vrai qu'on n'a pas de gros cador, alors qu'à droite, on a encore Big Ben qui sera là au moins pour 2 ans, on a Falatea qui est relativement jeune, on a Totafu qui va probablement arriver, qui lui est là pour très longtemps, et puis on a aussi le jeune Afan qui s'est fait les croisés mais qui va revenir petit à petit, et qui est quand même celui qui est prédisposé à jouer 3 dans l'avenir et qui est vraiment un fort potentiel. Donc naturellement, on va peut-être le fixer à gauche, quoi. Ok, écoute, on va suivre ses progrès et potentiellement le tournoi destination U20
Ouais, qui je pense qu'il sera va appelé. arriver. Je crois qu'il n'y a pas de match d'ici là. Et on risque de pas avoir de vidéo désespoir d'ici là. Donc ce sera peut-être le moment de le voir à Ouais. gauche ou à droite. D'ailleurs, tu sais quel poste il a joué avec les U20 ou pas du tout? Eh bien, quand il n'y avait pas Afon, c'était lui à droite. Donc je pense qu'il va sûrement jouer à droite, parce que à moins qu'il y ait un gros cador qui arrive en U20, mais ça j'ai pas la... Afan, tu sais quand est-ce qu'il revient à peu près? Eh ben, ce sera janvier, je crois. Ouais, donc un peu juste pour les 6 nations. Ah ben, de toute façon, il peut plus, de mémoire. Ah oui, il est passé à la catégorie au-dessus? Ouais. Ok, bon. Et écoute, on verra. Bah, du coup, Zinedine Awad, joueur à suivre en tant que pilier, gauche ou droite, on ne sait pas. Mais en tout cas, fort potentiel. Écoute, je crois qu'on arrive à la fin de ce long épisode. On n'a pas de match à débriefer ni à présenter, mais du coup assez long. Un peu inédit, donc n'hésitez pas à nous faire des retours, soit sur nos comptes X. Moi, c'est Cyril Bourrez et Yann, c'est Tuisova UBB sur X. Soit sinon, on a créé des pages Facebook et Instagram pour que vous puissiez nous envoyer des suggestions, des remarques, des critiques, tout ce qui vous passe par la tête pour nous aider à améliorer ce podcast. On espère que vous avez passé un bon moment à nous écouter et on vous dit à la semaine prochaine. Et ciao tout le monde.